Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. L'histoire ne se répète pas, mais en Allemagne, plus qu'ailleurs encore, voir l'extrême droite progresser, scrutin après scrutin, et passer premier parti dans les sondages ne peut pas laisser indifférent. Il y a un an, aux élections fédérales, l'AfD avait battu un record avec plus de 20% des voix, un électeur sur 5. Aujourd'hui, le parti rassemblerait un électeur sur 4. L'alternative pour l'Allemagne n'a pas attendu le soutien d'Elon Musk pour diffuser des fausses informations et maîtriser les algorithmes. Elle prospère parce qu'elle assume une radicalité spectaculaire. Elle a fait de la politique un show business de la provocation et les réseaux adorent. À l'Est, le parti a toujours été pro-russe. Il défend la ligne du Kremlin avec des candidats sulfureux, des références néo-nazis. En même temps, depuis un an, l'AfD se pose en meilleur élève des réseaux républicains américains, relayant leur croisade libertarienne contre l'état de droit à l'européenne. Make Germany Great Again, oui, mais avec comme parrain Donald Trump et Vladimir Poutine, étrange alternative, drôle de patriote. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, j'ai vérifié dans les archives du podcast. Tout est disponible gratuitement en ligne, vous le savez. La dernière fois que nous avons parlé de l'AfD, c'était en avril 2025. Le parti avait battu un record aux élections fédérales de février. Il continuait même sa progression dans les sondages. La tendance s'est confirmée pendant le reste de l'année. Désormais, cette droite extrême, radicale, est au même niveau dans les sondages que la CDU-CSU, les conservateurs, du chancelier Friedrich Merz. Il avait promis de diviser le score de l'AfD par 2. Pour l'instant, c'est un pari raté. Il faut dire que l'AfD profite d'un soutien de poids dans le débat public, celui des algorithmes des réseaux sociaux, et derrière eux, il y a évidemment le soutien de la galaxie de la tech américaine, à commencer par Elon Musk. On se souvient très bien de son flirt en direct avec Alice Weidel, la présidente de l'AfD, lors d'une discussion en ligne pendant la campagne électorale. Il l'a pris sous son aile et elle, en bonne élève, elle a multiplié les fake news dans ses meetings et elle a repris très largement les éléments de langage de Donald Trump sur la remigration. Bonjour Jacob Ross. Bonjour Hélène. Chercheur à la Société allemande de politique étrangère, la DGAP, spécialiste des relations franco-allemandes. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, tu travailles en profondeur sur les liens entre ces deux extrêmes droites allemandes et françaises avec les États-Unis. C'est un sujet qu'on a déjà abordé ensemble dans le podcast, mais il était temps de faire un point parce que le monde change très très vite en ce moment. Donc ma première question est très simple, Jacob. Le flirt de l'AfD avec les réseaux MAGA, les réseaux trumpistes du Make America Great Again, se poursuit-il? Est-ce que, comme on dit sur Internet, ça match encore entre ces deux familles de patriotes? Oui, c'est un oui très clair. Il y a eu plusieurs points importants à mon sens. En mai dernier, c'était un mémo qui était rédigé par un haut fonctionnaire du State Department, donc du ministère des Affaires étrangères américain, qui annonçait déjà ce qu'il allait se retrouver aussi dans cette fameuse stratégie de sécurité nationale qui a été publiée début décembre 2025 et qui était donc la recherche d'alliés civilisationnels. C'était comme ça que lui appelait cette recherche du côté du mouvement MAGA et donc qui incluait notamment l'AfD en Allemagne. Et ça a été quelque chose depuis mai dernier qui a été reçu très favorablement au sein de l'AfD, pas au sein de tout le parti, on pourra peut-être y revenir, mais au sein d'une partie très importante, Alice Weidel notamment, mais aussi le porte-parole pour les affaires étrangères, Markus Frohnmayer, qui est également le Spitzenkandidat pour l'élection régionale au Bade-Württemberg en mars. Et donc oui, cet effort de se rapprocher de Trump et du mouvement MAGA a été constant depuis les élections fédérales en février dernier, même si ces dernières semaines, ça a été un peu compliqué, mais on va y revenir, j'en suis sûr. Oui, on va en parler. Il faut aussi préciser ici que du côté des républicains américains, également, le rapprochement n'est pas accompagné, encouragé par tout le monde. Mais quand même, concrètement, Jacob, comment s'illustre ce rapprochement? Est-ce que ça marche dans les deux sens? Parce qu'on pourrait penser que c'est juste l'AfD qui cherche à s'afficher avec MAGA, ou bien est-ce qu'il y a aussi une vraie volonté de la part de ces réseaux américains d'aider directement l'AfD? Ceux qui cherchent ce rapprochement le font tout d'abord par un travail de réseau. Il y a de plus en plus de conférences comme la CPAC. C'est une conférence qui a été traditionnellement organisée par les républicains, le Parti républicain américain, qui s'est exporté depuis plusieurs années en Europe avec des conférences en Pologne, en Hongrie.
et qui donc attire de plus en plus de délégations de la part de l'AfD aussi. Ensuite, aussi un échange sur les stratégies de communication sur les réseaux sociaux. Il y a eu, par exemple, cette visite du conseiller sur les stratégies de communication sur les réseaux sociaux de l'administration Trump, Alex Brusewitz, qui était à Berlin en automne dernier pour renseigner le groupe parlementaire de l'AfD sur ce genre de stratégie. Il y a eu aussi des voyages dans l'autre sens, des délégations de l'AfD à Washington. Oui. Et ça a pu donner l'impression, c'est vrai quand même, que c'était une démarche de courtisans qui cherchaient à bien se faire voir, mais en réalité, on commence à avoir pas mal d'informations là-dessus. Il semble que ces élus allemands de l'AfD avaient un agenda très précis. Pour communiquer à leurs alliés du côté américain qu'en Allemagne, il y a censure, il y a un combat illégitime contre l'opposition d'extrême droite qu'est l'AfD. Et ça a parfois porté des fruits car l'administration Trump a à plusieurs reprises réagi pour faire pression sur le gouvernement allemand. Oui, enfin, faut dire les choses, Jacob. L'idée, c'était carrément de pousser les Américains à menacer de sanctions certaines personnalités allemandes. Ça a aussi été envisagé d'ailleurs à l'encontre de juges français, ceux qui ont condamné Marine Le Pen au printemps 2025, comme l'a révélé le magazine Der Spiegel fin décembre. Et en Allemagne, ici, c'était les fonctionnaires et les juristes de l'Office de protection de la Constitution qui étaient visés, ceux qui ont classé l'AfD comme organisation extrémiste. Donc, on a des intimidations à l'encontre d'un organe fédéral, le Bundesverfassungsschutz. Ça va très loin. Oui, tout à fait. Et ça match en quelque sorte le discours qui a été tenu par J.D. Vance, le vice-président américain à Munich en février 2025, et qui disait que les gouvernements européens, ou beaucoup de gouvernements européens en place, censuraient, combattaient l'opposition, notamment de droite, avec des moyens pas démocratiques. Et donc, l'AfD essaye de manière plutôt maligne, je trouve, d'appuyer sur ce genre de reproches et cet imaginaire-là qui existe aux États-Unis en pointant du doigt justement les rapports du Bundesamt für Verfassungsschutz, notamment pour empêcher que le gouvernement allemand n'enclenche une procédure d'interdiction du parti de l'AfD, de faire pression sur le gouvernement pour empêcher cette interdiction-là. Alors, rapidement, j'ouvre une parenthèse. Si cette question de l'interdiction de l'AfD vous intéresse, vous pouvez toujours aller réécouter l'épisode 10 de la saison 5. On parlait vraiment bien de cette question avec tous les tenants et les aboutissants de cette procédure à haut risque. Je referme la parenthèse. De toute façon, au-delà de cette question de l'AfD et de son interdiction, la peur de représailles américaines sur les exportations allemandes, par exemple, elle est en arrière-fond de beaucoup de débats politiques allemands désormais. Jacob, tu as dit tout à l'heure que le mouvement MAGA cherchait des alliés, notamment pour s'aborder de l'intérieur le projet européen tel qu'on le connaît actuellement, avec ses valeurs, son codex de droit, etc. La semaine dernière, juste avant la journée franco-allemande, le groupe parlementaire de l'AfD a envoyé une question écrite au gouvernement allemand pour lui demander combien le traité d'Aix-la-Chapelle de 2019 avait coûté à l'Allemagne, lui demander donc de chiffrer le coût de la politique franco-allemande depuis 6 ans et, le cas échéant, de faire la démonstration que c'est de l'argent qui a été bien investi, qui a profité à l'Allemagne. Est-ce que ça, Jacob, c'est une demande d'inspiration trumpiste pour décrédibiliser le projet européen ? Alors, moi, je dirais plutôt qu'ils adoptent des tactiques utilisées par le mouvement MAGA. Je dirais pas que c'est directement lié au projet civilisationnel de J.D. Vance et d'autres éléments du mouvement MAGA, mais c'est d'une inspiration, je pense qu'on peut le dire, américaine, puisque ça reflète en quelque sorte ce qu'a fait Elon Musk avec ce fameux Doge, qui a donc fait des audits au sein de l'administration américaine pour couper beaucoup de moyens, pour réduire les appareils gouvernementaux, et notamment du gouvernement fédéral à Washington, pour Drain the Swamp, c'était le slogan pendant la présidence de Trump 1. Assécher le marais, on coupe les fonds partout où c'est possible. Et donc, moi, je comprends cette demande parlementaire dans ce sens-là. L'AfD commence à rassembler des éléments, en quelque sorte, qui pourront, à l'avenir, servir à couper des financements pour des projets comme les échanges scolaires, les échanges universitaires entre la France et l'Allemagne, les jumelages. Je ne crois pas que
cette kleine Anfrage peut être tout à fait liée directement au projet plus large qui est de nuire au projet européen. Mais encore une fois, ça commence ce genre d'initiative et il faut suivre ça de très près, je pense. Jacob, là où on est un peu perdu quand même, c'est que depuis des années, on l'a souvent dit dans le podcast, l'AfD n'était pas du tout du genre à regarder vers l'ouest. Au contraire, dans les manifestations de l'AfD, aux côtés du drapeau allemand, il y a surtout des drapeaux russes, notamment parce que dans l'est de l'Allemagne, il y a toujours un fort sentiment anti-américain, et c'est là, dans ces régions, que l'AfD est la plus puissante, avec des antennes locales qui donnent le ton au parti, et je pense notamment à l'aile de Björn Höcke qui dirige l'AfD en Thuringe. Et en plus, il y a quand même depuis longtemps une vraie fascination pour Vladimir Poutine au sein de l'AfD. Depuis longtemps, des voyages d'élus en Russie, des affaires de financement plus ou moins occultes, des réseaux d'influence assumés. Mais maintenant, voilà qu'on s'affiche comme les meilleurs amis de Trump. Comment est-ce que ces deux pôles coexistent au sein du parti ? Difficilement, je dirais. Et vraiment, on a vu depuis le début de l'année, et notamment depuis les interventions de Trump au Venezuela, puis aussi les commentaires et les menaces récemment de Trump envers le Groenland, on a vu le potentiel de conflit que ça a créé au sein de l'AfD, tout comme dans d'autres partis d'extrême droite ou de droite populiste en Europe. Je pense au Rassemblement national en France. Et au sein de l'AfD, c'est vraiment un conflit qui, comme tu le dis très bien, divise le parti dans son parti de l'Est et dans son parti de l'Ouest. Et c'est un conflit qui est très, très intéressant à suivre cette année, puisque en 2026, justement, on aura 2 élections régionales au niveau des Länder en mars, à l'ouest du pays, tout d'abord au Bade-Württemberg, sur la frontière française, puis au Rheinland-Pfalz également. Et en septembre, à l'est du pays, avec le Saxe-Anhalt et le Mecklenburg-Vorpommern. Et l'AfD va avoir beaucoup de mal, à mon sens, à justement marier ces deux positions et à empêcher que ce conflit ne leur explose pas dans le visage au cours de cette année 2026, qui est très important pour le parti quand même. Tu l'as déjà cité, mais quand même, c'est extrêmement révélateur que ce soit le monsieur USA de l'AfD, Markus Frohnmayer, qui a été désigné candidat dans le land très industriel du Bade-Württemberg, le land de l'automobile, qui a un besoin vital de débouchés commerciaux. Et au moment de la crise autour des visées de Trump au Groenland, au début du mois de janvier, il a pris position pour critiquer la fermeté du chancelier Friedrich Merz. Lorsqu'un gouvernement fédéral allemand fait ce qu'il a fait ces derniers jours, il met clairement en danger notre économie. Je viens du Bade-Württemberg. Environ 30% de nos produits, en particulier dans le secteur automobile, sont exportés vers les États-Unis. Et c'est ce que la CDU a fait ces derniers jours qui est vraiment néfaste. Je trouve cela irresponsable. C'est très intéressant, Jacob. Tout à fait. Ça permet de raconter que l'AfD est en train de remplacer la CDU ou bien la CSU, l'Union, comme le parti allemand avec les meilleurs contacts aux États-Unis. C'est quelque chose que Markus Frohnmayer au Bade-Württemberg met beaucoup en avant. Il a reçu un prix de l'organisation de jeunesse des républicains américains à New York en novembre dernier et qui s'affiche justement comme l'héritier du transatlantisme allemand et qui essaye de faire oublier que justement, il y a quelques années, il était complètement de l'autre côté, était souvent en déplacement en Russie à plusieurs reprises, en Ukraine occupée, sur la Crimée. C'est super populiste en fait, mais ça fonctionne, notamment auprès d'un électorat de l'Ouest, parce que on a parlé du Bade-Württemberg avec les liens économiques vers les États-Unis, mais c'est aussi le cas par exemple en Rhénanie-Palatinat, qui vote juste après, au printemps également là. Cette fois, c'est peut-être plus des raisons liées directement aux questions de défense, puisqu'il y a beaucoup de bases militaires américaines dans ce land de Rhénanie-Palatinat, et accessoirement, c'est là aussi que sont stationnés les missiles américains, qui sont les garanties de sécurité de l'Allemagne. C'est quasiment schizophrène en fait, quand on se souvient à quel point l'AfD a hurlé et mobilisé contre cette présence américaine. Et ça, c'est un changement de cap qui est difficilement à suivre, y compris au sein de l'AfD. Et il y a beaucoup des membres du groupe parlementaire au Bundestag qui critiquent des gens comme Markus Frohnmayer pour être opportunistes, justement, et qui leur reprochent de faire ce changement de cap
vers les États-Unis et vers un transatlantisme un peu plus traditionnel en politique étrangère allemande, pour justement se normaliser avec cette peur que l'AfD prenne un peu le même chemin que le Rassemblement national de Marine Le Pen, la dédiabolisation du MSI italien, de Giorgia Meloni, et finalement arrive au pouvoir en étant un parti, certes, de droite et d'une droite plutôt dure, mais en ne plus voulant tout changer, en étant en quelque sorte, encore une fois, embourgeoisé. Surtout quand on sait que l'AfD a construit son succès justement sur sa radicalisation, avec des candidats sulfureux, proches des néo-nazis, à rebours du consensus politique occidental, contre le soutien à l'Ukraine, contre les investissements dans la défense, contre les sanctions aussi sur les hydrocarbures russes et notamment le gaz. Les réseaux, tu le disais, de Björn Höcke, le Flügel à Thuringe, traditionnellement, voyaient les États-Unis comme une puissance étrangère qui était en train de vassaliser l'Allemagne avec la présence importante de soldats américains sur le sol allemand aujourd'hui, avec le stationnement prochain de missiles balistiques qui a été décidé depuis le début de la guerre en Ukraine. Et Höcke qui carrément parlait de Raumfremde Macht, donc d'une puissance qui n'avait pas sa place en Europe, et ce qui a été une ligne avec beaucoup de succès. Enfin, il y a un livre qui est apparu il y a quelques mois, Friedrich Schindler, un journaliste de la Welt, qui a écrit un livre sur Björn Höcke et qui démontre comment ce politicien de la Thuringe réussit à pousser de plus en plus tout le parti vers l'extrême droite, en tenant justement un discours très très radical et en disant pourquoi changer, pourquoi s'adapter aux demandes de nos ennemis politiques, de l'establishment, si nos électeurs justement cherchent cette radicalité et votent pour nous parce qu'on est radical justement. Oui, ça m'étonnerait beaucoup de voir les candidats de l'AfD en Saxe-Anhalt ou en Mecklenburg-Vorpommern dans l'Est suivre la ligne de campagne électorale de Frohnmayer en Bade-Württemberg. On en reparlera sans doute dans le podcast cet été, avant ces scrutins justement dans l'Est du pays. Ce sont quand même des régions où l'AfD prospère depuis des années sur ce discours pro-russe. En novembre dernier, une délégation de l'AfD est encore allée en Russie, à Sotchi, à l'invitation du Kremlin. Donc ces liens, ils sont quand même encore entretenus vers l'Est. Est-ce que c'est parce qu'on se dit il nous faut une garantie au cas où ça ne marcherait pas avec Trump ? On sait qu'il est assez versatile. Relationship is complicated. On aurait écrit il y a quelque temps sur Facebook parce que là encore tout récemment, Alice Weidel s'est positionnée contre le président américain pour défendre le sacrifice des soldats allemands morts en Afghanistan. Oui, elle a même critiqué Trump pour ses menaces répétées contre le Groenland, ce qui a provoqué d'ailleurs des réactions aux États-Unis. Mais pour l'AfD ou le Rassemblement national, la souveraineté nationale, que ce soit pour l'Allemagne, pour la France ou le Venezuela ou le Danemark, c'est une valeur fondateur, je dirais. En France, le Rassemblement national essaie de plus en plus de se positionner comme héritier du gaullisme et donc avec une prime sur cette notion de souveraineté nationale. Mais l'AfD en Allemagne, c'est tout pareil. Enfin, moi, depuis quelques mois, depuis que j'ai fait des recherches sur ce parti, je suis frappé par le nombre de fois que De Gaulle et l'Europe des nations est citée par des représentants de l'AfD pour justement justifier leur vision de l'Europe. Et donc, cette volonté de Trump de violer la souveraineté d'autres États est un problème pour les partis d'extrême droite européenne. C'est très visible. Je trouve que c'est étonnant comment ces conflits sont souvent affichés publiquement au sein de l'AfD. C'est un problème pour l'unité du parti, très clairement, oui. Déjà, en vue des nombreux scrutins régionaux de l'année, les stratèges des partis politiques travaillent à des scénarios de coalition. Jusqu'à présent, il y avait un consensus parmi les partis de la Mitte, du centre républicain, des Verts à la CSU. On ne fait pas d'alliance de gouvernement avec l'AfD. Mais comment se positionner maintenant face à une AfD plus fréquentable peut-être, à la Frohnmayer justement, une AfD qui a l'oreille des chefs d'entreprise et qui soigne les réseaux transatlantistes. Est-ce que le cordon sanitaire contre l'extrême droite tiendra en 2026 ? Le mur par feu, comme on dit en allemand, présente déjà quelques fissures et vous allez l'entendre, le reportage de David Philippot fait écho à notre premier épisode de la saison 6 sur le Mercosur. Vote is closed and it is carried.
Mercredi 21 janvier, le Parlement européen saisit la Cour de justice de l'Union européenne. Il suspend l'accord avec le Mercosur à 10 mois près. C'est une victoire pour les élus français, mais côté allemand, c'est l'incompréhension, car 8 députés du Parti vert ont voté en faveur de cette saisine et donc bloqué le texte. Norbert Bolz, éditorialiste au journal Die Welt. Qu'importe qu'ils soient pour ou contre le Mercosur, au fond, ce que l'on retient, c'est que les Verts se sont affranchis du cordon sanitaire. Ils ont voté avec l'extrême droite et brisé le tabou ultime. Et donc, on peut se demander maintenant si le cordon sanitaire est encore soutenable ou bien si c'est la fin de ce principe qui a structuré toute la politique allemande ces dernières années. Même des éminences écologistes comme Jürgen Trittin accusent ces quelques députés d'avoir perdu le Nord, car le parti a toujours vivement critiqué la moindre tentative de rapprochement avec l'extrême droite pour ne pas la banaliser, comme par exemple cet automne, quand la Fédération des entreprises familiales a convié des députés de l'AfD à l'un de ces événements. Le scandale l'a contraint à faire machine arrière, mais des grands noms de l'économie allemande assument leur proximité avec l'extrême droite, comme l'entreprise familiale de produits laitiers Müller-Milch. Christina Denkwirt est politologue chez Lobby Control. Ce n'est pas encore très visible en Allemagne, mais il y a un très puissant lobby de super riches et des forces, y compris au sein de la CDU, qui essaient de se rapprocher des milieux autoritaires, comme aux États-Unis. La journaliste Anja Wellerschöck du quotidien Tagesspiegel observe que le sujet agite beaucoup la classe politique à Berlin. Il y a ceux qui voient un problème démocratique, qui disent s'il y a 40% qui votent pour l'AfD, comme les sondages le prévoient pour le Sachsen-Anhalt par exemple, est-ce que c'est soutenable du point de vue démocratique d'exclure ce parti-là du pouvoir? Friedrich Merz y est clairement opposé depuis qu'il a fait voter une motion avec l'AfD au Bundestag il y a 1 an. Cela lui a coûté des voix au centre au moment de l'élection. La CDU a-t-elle retenu la leçon? Pour le moment, il y a encore une majorité dans le parti qui est en faveur de maintenir le cordon sanitaire à tout prix. Pourtant, il y a des membres qui souhaitent une approche plus pragmatique. L'un d'entre eux est Jens Spahn, le président du groupe parlementaire. Il va jouer, à mon avis, un rôle clé dans ce débat, mais c'est aussi une question qui peut-être pourrait signifier la fin de sa carrière politique. Car on l'a vu l'hiver dernier et aussi en 2024, la moindre faille dans le cordon sanitaire fait massivement descendre les Allemandes et les Allemands dans la rue. De ce côté-là, rien n'a changé selon Anja Wellerschöck. Une partie importante de la population allemande refuse d'accepter une normalisation de l'AfD. Dans les sondages, presque 80% des Allemands disent qu'ils voient un grand danger pour le système politique dans l'extrême droite. Et je prévois qu'on verra d'importantes manifestations dans toute l'Allemagne si l'AfD remporte les élections régionales cette année. Le scrutin en Saxe-Anhalt aura lieu le 6 septembre. À ce stade, si la CDU veut conserver le Land sans tendre la main à l'AfD, elle devra, dans cette hypothèse, s'allier avec les sociaux-démocrates et les 2 partis d'extrême gauche. Jacob Ross, je reviens vers toi, et avec une question justement en lien avec ce qu'on vient d'entendre. Cet automne, l'invitation de l'AfD par la Fédération des entreprises familiales, vraiment, ça a fait un énorme scandale. Mais là, on a appris tout récemment que le parti était invité à la très prestigieuse conférence pour la sécurité de Munich, qui se tient mi-février, et les réactions ont quand même été beaucoup moins fortes. Est-ce que c'est un signe que le cordon sanitaire s'effiloche ? Oui, on peut le lire ainsi, je pense. C'est la décision notamment de Wolfgang Ischinger, qui est donc le président fondateur de la Münchner Sicherheitskonferenz, qui a été remplacé pendant 3 ans, il me semble, par Christoph Heusgen, un diplomate de carrière qui a été conseiller de Angela Merkel, qui avait repris la conférence de sécurité de Munich et qui avait écarté l'AfD et je pense aussi Die Linke ou bien le Bündnis Sarah Wagenknecht de cette conférence en disant que leur position était trop écartée des positions de la conférence.
Et Wolfgang Ischinger qui, tôt cette année, a pris la décision ou publié sa décision d'inviter certaines députés représentants de l'AfD et notamment Rüdiger Lucassen, qui est un membre de la commission de défense, qui est, je dirais, un des représentants les plus importants au sein de l'AfD sur la politique de défense, sur des questions militaires. Juste un mot en plus sur ce Lucassen, Jacob, si tu le permets. Cet automne, il a reçu un blâme de la part de son propre parti parce qu'il a critiqué Björn Höcke. Et donc, si je te suis, Jacob, cette invitation à Munich de Lucassen, c'est plutôt un cadeau empoisonné pour l'AfD ? Rüdiger Lucassen est un représentant de l'AfD qui est plutôt compatible en réalité avec des partis comme la CDU, la CSU. C'est un officier de carrière, c'est un soldat qui connaît l'OTAN. Je n'ai pas de preuves, mais j'imagine que Wolfgang Ischinger et bien d'autres essayent justement d'inviter ce genre de personnages de l'AfD à leur rencontre pour créer des conflits, des frictions au sein de l'AfD. Et je pense que sur ce cas de Rüdiger Lucassen, on peut témoigner du fait que ça marche plutôt bien, que ça a créé beaucoup de critiques et des conflits, notamment, comme on en discutait, entre les pro-atlantiques, pro-atlantistes, pro-américains et plutôt pro-russes, pro-Eurasie, pro-ouverture à la Chine. Comment vois-tu la CDU se positionner dans ce moment charnière ? Est-ce qu'elle va jouer sur les divisions de l'AfD pour tenter de récupérer l'aile, je dirais, fréquentable ou relativement fréquentable ? Peut-être, et notamment, je pense que le moment à regarder, ça sera vraiment l'élection aux Sachsen-Anhalt en septembre prochain, puisque j'ai discuté avec des membres du parti CDU qui me disaient que le parti sera différent après ces élections si jamais l'AfD réussit à gagner une majorité absolue en Sachsen-Anhalt, ce qui n'est pas du tout sûr, mais ce qui est une possibilité. Même s'il ne gagnera pas cette majorité absolue, s'il gagne autant de voix qu'il force les autres partis à faire une très grande coalition dans ce cas-là, qui ira de la Linke potentiellement jusqu'au CDU, ça va vraiment, là pour le coup, créer énormément de friction au sein du CDU. Il y a un potentiel que ça sera explosé le parti, en tout cas dans ces Länder. Et donc, face à ces évolutions-là, je pense qu'il y a certaines think tanks, certains réseaux, Jens Spahn est souvent cité, qui essayent de préparer ces scénarios, ces futurs-là, même si Spahn et d'autres nient ce genre d'objectifs. Jens Spahn, encore chef du groupe parlementaire, il est un peu sur la sellette après plusieurs scandales. Cet automne, on a encore appris par exemple qu'il avait pesé personnellement pour que le think tank République 21 R21 obtienne plus de financement public. Or, c'est justement un groupe qui travaille sur des scénarios d'union des droites, parce qu'au fond, sur l'avortement, sur la place des femmes, sur les droits des minorités, on pense qu'il y a moyen de se retrouver. Et oui, c'est vrai, mais il faut toujours dire que leur motivation vient du fait que dans leur vision des choses, la CDU, sous les années Merkel, a viré beaucoup à gauche et donc est devenu un parti du milieu, comme on dit, a perdu son profil conservateur, en tout cas sur des positions sociétales que tu nommais, et que donc ça, c'est en réalité la cause ou une des causes importantes pour que au sein de l'échiquier politique allemande, il y a eu cet espace pour l'AfD de se créer. Et quoi qu'on pense de la droitisation, de la gauchisation de la CDU, c'est vrai que sous les années Merkel, cet espace s'est ouvert et cet espace a été saisi par l'AfD qui n'a cessé de grandir depuis 2013. Au-delà de la bulle berlinoise, est-ce que cette discussion est reprise, relayée auprès du grand public, par exemple pour essayer d'imposer doucement l'idée, de préparer les esprits, à l'image de ce qui se passe en France dans certains médias, aujourd'hui ouvertement proches de l'extrême droite? On a ici quelques publications identitaires, on a aussi des formats indépendants sur YouTube, comme le média News, créé par un ancien chef du Bild Zeitung. Mais il me semble qu'on est encore très très loin de la situation de la France, avec le combat culturel qui fait rage par médias interposés. C'est vrai, je ferai une nette différence quand même entre la situation en France et en Allemagne, comme tu l'as fait d'ailleurs, avec des financiers comme Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Serrin qui financent ce genre de projet médiatique ou de formation politique qui pousse vers l'union des droites
sur un niveau qui n'existe pas en Allemagne, en tout cas pas aujourd'hui à ce point. Il y a des projets médiatiques comme News que tu mentionnais, comme Apollo News, mais honnêtement, ça reste assez anodin comparé en tout cas à ce qui se fait en France avec des chaînes d'infos comme CNews. Moi, ce que je vois des deux côtés, par contre, c'est une volonté de s'attaquer aux médias publics, d'utiliser un discours et une critique qui existent bien au-delà de l'AfD et de l'extrême droite, qui est de dire que ces médias publics ont un peu perdu la balance, qu'ils penchent beaucoup trop vers la gauche, vers les Verts parfois, et que donc ils reflètent plus l'opinion politique ou publique en Allemagne, qui penche quand même majoritairement à droite aujourd'hui, si on regarde les sondages au niveau fédéral et dans différents Länder. Pour te donner un exemple concret, Ulrich Siegmund, par exemple, le candidat en Sachsen-Anhalt. Candidat de l'AfD, oui. Oui, il a annoncé que lui, il essaiera de couper le financement au MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, donc la branche régionale de la chaîne ARD en Sachsen-Anhalt. Apparemment, c'est une proposition qui est plutôt populaire, en tout cas auprès d'un électorat de l'extrême droite. Donc là aussi, c'est vraiment à suivre. C'est une tendance qui se renforce en Allemagne comme en France, avec peut-être dernier point aussi le poids grandissant des médias sociaux, du fait que de moins en moins de jeunes en réalité regardent la ARD ou le ZDF. Et donc là aussi, c'est une discussion assez intéressante en comparaison entre la France et l'Allemagne, puisque là, je pense que la tendance est assez comparable, oui. Et de ça, nous aurons, c'est certain, l'occasion d'en reparler ici dans le podcast, car ce grand sujet de la souveraineté numérique a l'air de mettre facilement d'accord Paris et Berlin. Il y a moyen d'avancer vite, énorme enjeu démocratique. Évidemment, d'ici le printemps, on reparlera aussi des élections régionales. Je vais vous préparer un épisode spécial enregistré dans le Bade-Wurtemberg. Il y a pas mal de choses à raconter sur l'attachement à la voiture, la crise du modèle industriel, autant de thèmes sur lesquels surfe l'AfD d'ailleurs, rien n'est anodin. Enfin, vous avez entendu son nom peut-être pour la toute première fois dans la bouche de Jakob Ross il y a quelques minutes, mais il faudra qu'on revienne également sur Ulrich Siegmund, la nouvelle étoile montante de l'AfD, très fanatique, ultra populaire, trentenaire, beau gosse, tête de liste du parti en Sachsen-Anhalt, peut-être un certain parallèle à faire avec Jordan Bardella, on verra, je l'ai interviewé en tête-à-tête assez longtemps, il y a 1 an maintenant, et là j'ai des choses à vous raconter. Voilà pour le teasing. Abonnez-vous pour ne rien rater de cette nouvelle saison. Merci Jakob Ross pour ce long échange très informé. Et merci à vous qui êtes restés à l'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles dans votre application et à le partager. Le podcast avec un K revient très vite. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald!